matériaux, ils avaient un agrément de 50 000 tonnes au départ. Avec ça, ils auraient pu récupérer cette part pour faire fonctionner l'usine. Mais ils se sont rendus compte, en fait, dans les calculs, que ce n'était pas suffisant. Donc ils ont fait une deuxième demande, encore de 50 000 tonnes, qui fait des 100 000. Mais ils n'ont pas eu ça. Ils ont eu à la fin 80 000 tonnes. Mais sans ça, l'usine ne pouvait pas tourner financièrement. Donc c'est eux qui récupèrent ça. Bien sûr qu'ils ne pouvaient pas tourner, parce que le marché de l'alcool de bouche ou de l'alcool pharmaceutique est fermé en volume. Enfin, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc il fallait un volume d'agrément pour pouvoir démarrer son usine. Par la suite, si je peux terminer. Au bout de le projet, c'était 300 000 tonnes. Donc, le 120 000, 220 000 étaient vendus sur le marché libre. Donc, vous avez dit, il y a un marché libre, ça existe. Mais la partie sur les agréments est essentielle pour tous ces producteurs. Sans ça, ils n'arrivent pas à tourner les usines. C'est pas possible. Les premières couches, donc, ils sont... Tout à fait. Non, mais dans sa logique, il ne pouvait pas démarrer s'il n'était pas assuré un minimum de volume. Le marché libre est beaucoup plus aléatoire et erratique. C'est le marché du blé. Mais c'est pas lui qui... Non, ça lui permettait d'avoir un volume de dégagement obligatoire. Parce que des productions éthanol, vous savez, je produis de la betterave éthanol, parce que notre usine alcool, puisqu'à l'origine on faisait de l'alcool et éthanol pharmaceutique, il y a des années on était payé à 7 € la tonne de betterave. Donc lui c'était pas un philanthrope. Nous aussi on était des coopérateurs, on fallait faire tourner notre outil. Croyez-moi que j'ai jamais vu Monsieur Soufflet être un philanthrope et faire tourner les outils en perdant de l'argent. Voilà, on ne regarde pas avec ça, mais non, mais là c'est le marché mondial de l'éthanol, c'est l'éthanol de canne à sucre. Bon. L'efficacité énergétique de l'éthanol de canne à sucre, sortie usine, on est à 8. Bon. Donc, l'éthanol qu'on produit en France à partir de la betterave ou de la canne à sucre, il n'est absolument pas compétitif, il ne le sera jamais. Donc, le marché de l'éthanol carburant en Europe et en France, il est protégé par des barrières douanières sur l'éthanol qui frappe l'éthanol de canne à sucre. Et donc, le prix qui est payé par les producteurs d'éthanol qui ont des agréments pour faire de l'éthanol carburant, c'est donc une équivalence essence plus la défiscalisation. La défiscalisation revient en totalité pratiquement aux producteurs d'éthanol, sinon ils ne pourraient pas tourner parce qu'il faudrait qu'ils se contentent pratiquement d'un prix éthanol canne à sucre, il ne tournerait pas. C'est pour ça que donc, le Soufflet il a renoncé à son usine parce que... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Enfin bon, c'est pas la raison du tout. Non, c'est pas la raison du tout, mais finalement, comme la défiscalisation restait progressivement, il s'apercevait qu'il n'en tournait pas, qu'il n'en sortait pas. Alors, il y a un autre dispositif, c'est la TGAP. Parce que, au départ, avant 2005, il y avait juste ce dispositif de défiscalisation. Mais les distributeurs de carburant, bon, il faut savoir quand même que Total, les pétroliers n'assurent que 40% de la distribution de carburant. Vous avez 40%, c'est les grandes surfaces, et 20% c'est les indépendants. Donc il ne faut pas dire que c'est les pétroliers qui font toute la distribution de carburant, ils n'en font que 40%. Pardon ? Non, non. Mais bon, les autres, Leclerc, il achète à Rotterdam, il n'achète pas chez Total. Alors, il y a donc eu un autre dispositif qui s'est mis en place, c'est la TGAP. C'est-à-dire que, à partir de 2005, ce qui s'est passé, c'est que les éthanoliers, notamment, se sont aperçus que les distributeurs de carburant, ils ne jouaient pas le jeu. C'est-à-dire qu'ils ne respectaient pas des taux d'incorporation, puisqu'il n'y avait aucune obligation de le faire. Et la seule contrepartie qu'ils avaient, c'était la défiscalisation, mais qui leur servait à payer l'éthanol, ça ne leur apportait rien. Donc il a fallu mettre en œuvre un système plus incitatif, et donc ça a été le système de la TGAP. La TGAP, c'est quoi ? C'est en fin d'année, le distributeur de carburant, il doit dire combien est-ce qu'il a vendu d'essence ou de gasoil, et en face, il doit déclarer combien il a acheté d'éthanol et de diester. Si ce qu'il a acheté, ça ne correspond pas au volume d'incorporation en vigueur, il doit payer une taxe, la TGAP, dont le montant est absolument prohibitif. Donc, ça veut dire que s'il n'incorpore pas, comme s'il va payer cette taxe, il faut bien qu'il trouve l'argent quelque part, il trouve l'argent dans le prix de vente de son carburant. Donc s'il n'incorpore pas, il va devoir vendre son carburant plus cher pour pouvoir payer cette taxe en fin d'année. Donc ça veut dire qu'il va se retrouver hors marché par rapport aux autres collègues qui font de l'incorporation. Donc,
le principe de la TGAP, c'est vraiment un objet, ça permet de rendre l'objectif d'incorporation contraignant pour les distributeurs de carburant. Alors là, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour le diester. Donc le diester est vendu. Il y a une société qui a le monopole de la commercialisation du diester en France, c'est la société Sophie Protéol. C'est pas un monopole. C'est pas un monopole au sens juridique. Il y a d'autres vendeurs. Non, il n'y a pas d'autres vendeurs. Ah bah si, il y a d'autres vendeurs, puisque BP, par sa filiale Neos, en vend. Non, donc vous avez COC, qui est une coopérative de l'Ouest, qui a une usine à La Rochelle, qui en vend. Non, ça c'est complètement faux. Tout les méthylique est vendu par Sophie Protéol. Des fois, c'est pas lui qui le fait, mais c'est lui qui rachète et qui vend. Par exemple, Saria, groupe allemand, groupe d'équarrissage, ils font du biodiesel avec des graisses animales qu'ils estérifient, qu'ils exportent en France. C'est Sophie Protéol qui achète pour revendre. L'entreprise Cargill, qui s'est installée dans la Loire-Atlantique pour monter une grosse usine. Ils avaient l'intention de vendre de l'ester méthylique. Et bien finalement, Sophie Protéol est parvenue à ce qu'ils se contentent simplement de faire de la trituration. Ils vendent l'huile à l'usine Diester Industrie qui est à côté. C'est Sophie Protéol qui vend le diester. L'usine d'Audruy à Dunkerque avait obtenu un agrément de 50 000 tonnes de diester qui pensait vendre à l'usine Total d'à côté. Eh bien, Sophie Protéol a réussi à faire pression sur Total pour que Total n'achète pas d'Audruy, qui est obligé d'exporter sur l'Angleterre. La société Sophie Protéol a le monopole de la vente du diester. Des fois, c'est pas eux qui le produisent, mais c'est eux qui vendent de tout, je vous le garantis. Alors voilà, donc la situation est la suivante. Vous avez un opérateur qui est en situation de monopole sur un marché captif. Les distributeurs de carburant doivent acheter du diester. Quand ils achètent 1 mètre cube de diester, ils s'exonèrent de TGAP. Bon, on va prendre, mettons qu'on était à 5% d'incorporation. Ils s'exonèrent de TGAP sur 20 mètres cubes de gasoil. Puisqu'ils font leur mélange, ils en vendent un peu moins, mais bon, enfin bref. Vous voyez, l'idée est là. J'achète 1 mètre cube de diester à Sophie Protéol, j'échappe à la TGAP sur 20 mètres cubes de gasoil. Ça représente une économie à peu près de 700 €. Du coup, Sophie Protéol est en situation de dire, bon ben voilà, mon diester, je vous le vends. Donc le prix du mètre cube, le prix des 1000 litres de gasoil marché spot Rotterdam, bon aujourd'hui on doit être à 400 € des 1000 litres. La défiscalisation, aujourd'hui on est à 170 € des 1000 litres.